Au cœur de Palm Beach, en Floride, se dresse une demeure qui a résisté à l'épreuve du temps et des épreuves. Mar-a-Lago, symbole de luxe et d'ambition, fut imaginée par Marjorie Merriweather Post, l'une des femmes les plus influentes et visionnaires de son époque. Construite dans les années 1920, cette résidence colossale reflétait non seulement son rang social, mais aussi son amour de l'art, de la culture et de la perfection. Au fil des ans, Mar-a-Lago a été le théâtre d'événements historiques, des dîners avec des présidents aux prestigieuses soirées de charité. Pourtant, malgré sa splendeur, son destin a été menacé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Mar-a-Lago demeure un témoignage de l'histoire de la richesse américaine ayant évolué d'un palais privé à un club exclusif et laissant une empreinte indélébile sur la société de Palm Beach. C'est l'histoire d'un rêve qui non seulement a perduré, mais a prospéré. L'origine de Mar-a-Lake. L'histoire de Mar-a-Lago commence sur une île qui, à ses débuts, n'était qu'un coin oublié de la côte floridienne. Son destin, comme celui de tant d'autres grandes histoires, a commencé de façon inattendue, par un événement en apparence anodin qui allait changer à jamais le destin de cette terre. En 1878, un navire espagnol appelé Providence, le navire fit naufrage au large d'une île alors isolée, sans nom et sans habitants permanents. Ce bateau, qui faisait route de La Havane à Barcelone, transportait une cargaison unique, 20 000 noix de coco. Après le naufrage, les marins abandonnèrent le navire, mais les quelques habitants locaux ne se précipitèrent pas pour porter secours à l'équipage. Au contraire, ils virent dans les noix de coco une aubaine, dont la valeur dépassait de loin celle de toute autre cargaison que le navire aurait pu transporter. Aussi, ces premiers habitants de l'île s'empressèrent de ramasser les fruits, et certains les ouvrirent pour en consommer la chair et l'eau. Mais d'autres, reconnaissant le potentiel de ce fruit tropical, commencèrent à planter des cocotiers dans le sol sablonneux de l'île. Le résultat fut étonnant, les cocotiers poussèrent rapidement dans le sol chaud et subtropical, transformant l'île en un paysage quasi tropical. Ce hasard heureux sema les premières graines de ce qui allait devenir Palm Beach, lieu aujourd'hui réputé pour sa richesse, son luxe et son importance dans la société américaine. Bien que l'île n'eût alors guère plus à offrir que ses palmiers et quelques maisons rustiques, l'apparition de ces cocotiers commença à attirer l'attention des voyageurs, séduits par la beauté exotique de ce petit coin de paradis. Avec l'enracinement des cocotiers sur l'île, la région commença à se faire connaître au-delà des frontières de la Floride. La transformation avait commencé, certes lentement et naturellement, mais elle marqua un tournant pour les quelques habitants qui y vivaient et qui bientôt commencèrent à percevoir leur île sous un jour nouveau. Au début des années 1880, l'île prit le nom de Palm Beach, un nom qui évoque l'image des palmiers qui façonnaient son paysage. Bien que la communauté fût petite, quelques pionniers s'y installèrent définitivement, cultivant la terre et élevant des animaux, le plus souvent dans des conditions rudes et difficiles. L'île était un lieu de lutte, isolée des grandes villes et soumise à un climat impitoyable, où les habitants étaient contraints de survivre grâce à la pêche, l'agriculture et un commerce occasionnel. Le chapitre suivant de l'histoire de l'île s'ouvrit en 1893, avec l'arrivée d'un homme dont l'influence allait être déterminante. Henry Morrison Flagler, magnat du chemin de fer ayant amassé une fortune considérable dans le Nord, vint à Palm Beach en quête d'une occasion d'étendre son influence. Flagler avait contribué à consolider l'empire Standard Oil aux côtés de John D. Rockefeller, mais il comprit rapidement que sa véritable opportunité de réussite se trouvait peut-être ailleurs, dans le sud ensoleillé de la Floride. Ayant transformé d'autres régions de l'État, Flagler perçut le potentiel de Palm Beach pour devenir une destination touristique de luxe, un havre de paix pour l'élite américaine. En parcourant l'île, Flagler observa le terrain et la géographie avec un regard unique. Les eaux calmes et abritées du lac Worth et de l'océan Atlantique à l'est offraient un cadre naturel idéal pour le tourisme de luxe. De plus, la proximité de l'île avec la côte et son climat subtropical en faisait un lieu de retraite et de loisirs parfait pour les riches habitants du Nord cherchant à fuir les rigueurs de l'hiver. Ce que beaucoup considéraient comme un coin reculé du monde, Flagler l'envisageait comme l'avenir de la haute société. Il ne tarda pas à acquérir de vastes étendues de terrain sur l'île, ce qui lui permit de concrétiser son ambition.
Flagler entreprit également la construction des infrastructures nécessaires à Palm Beach pour devenir une destination touristique de luxe. Son premier grand projet fut l'hôtel Royal Poinciana, un imposant bâtiment en bois de 1100 chambres qui devint rapidement le centre social et culturel de l'île. Il avait également compris que l'île avait besoin de bien plus qu'un simple hôtel. Il lui fallait un réseau de transport reliant Palm Beach au reste de l'État et du pays. C'est pourquoi Flagler développa le réseau ferroviaire, permettant aux voyageurs d'arriver confortablement en train depuis le nord, sans avoir à subir les difficultés des voyages par la route ou par bateau. En 1894, l'ouverture du Royal Poinciana Hotel marqua un tournant dans l'histoire de l'île, et Palm Beach commença à attirer les riches et les puissants en quête de refuge. Ce fut la première étape majeure de la transformation de cette terre sauvage et isolée en une station balnéaire florissante. Flagler avait démontré qu'avec suffisamment de vision, de moyens financiers et de détermination, n'importe quel lieu, aussi isolé soit-il, pouvait devenir une destination de luxe. Au cours des décennies suivantes, l'influence de Flagler ne cessa de croître. Sa vision de Palm Beach se concrétisa par des hôtels de luxe, des demeures privées et une infrastructure solide. Mais ce qui consacra véritablement l'île comme un havre de paix pour la haute société fut l'arrivée de l'aristocratie et de la bourgeoisie américaine. À l'instar de Flagler, ces personnes recherchaient un lieu où elles pourraient s'émerveiller de la beauté des lieux et échapper aux normes sociales rigides de leur ville natale. Palm Beach, d'île méconnue, devint ainsi un symbole d'élégance, de luxe et de distinction. C'est dans ce cadre qu'allait naître l'une des figures les plus marquantes de l'époque, une femme dont la vision pour Mar-a-Lago allait non seulement refléter l'esprit de Palm Beach, mais aussi marquer durablement l'histoire de l'île. Mais ceci n'est que le début de cette histoire, celle qui commença lorsque Marjorie Merriweather Post perçut à Palm Beach l'opportunité de bâtir un édifice encore plus grandiose, un lieu qui deviendrait un jalon dans l'histoire de la richesse et de la puissance américaine. L'arrivée d'Henry Flagler à Palm Beach en 1893 a non seulement transformé l'île, mais a aussi marqué le début d'une nouvelle ère pour la région. Avec la croissance démographique et l'érection des premiers grands édifices, Palm Beach a commencé à s'affirmer comme une enclave exclusive. À la fin du XIXe siècle, l'île était non seulement un paradis tropical, mais aussi un lieu de prédilection pour l'élite américaine, qui voyait en ce coin de Floride un refuge idéal. La vision de Flagler, ainsi que son talent pour attirer les personnalités les plus influentes de son époque, ont été les principaux moteurs de la croissance de l'île. L'expansion des infrastructures de Palm Beach s'est poursuivie durant les premières décennies du XXe siècle, entraînant une nouvelle vague d'investissement dans la région. En 1911, Palm Beach a été constituée en ville et ses rues ont commencé à refléter une sophistication croissante. Les demeures de la haute société ont commencé à se multiplier sur l'île, rivalisant pour les meilleurs emplacements en bord de mer. Des clubs privés, des boutiques de luxe et des lieux de rencontre ont vu le jour, et la réputation de Palm Beach comme lieu de villégiature le plus prestigieux d'Amérique pour les plus fortunés s'est affirmée. Dans ce contexte d'ambition et d'ostentation, les personnalités les plus en vue du pays, des politiciens aux aristocrates, commencèrent à considérer Palm Beach comme leur résidence d'hiver. Les hivers du nord des États-Unis étaient rigoureux, mais Palm Beach offrait un contraste saisissant, soleil, douceur et l'intimité qu'une île exclusive pouvait garantir. L'élite de New York, Boston, Philadelphie et autres villes du Nord-Est se rendaient à Palm Beach, non seulement pour fuir le froid, mais aussi pour profiter d'une vie de luxe, au cœur d'une nature luxuriante et avec des prestations que seules les destinations les plus prestigieuses pouvaient offrir. La demande de propriété sur l'île augmenta et avec elle la concurrence pour les terrains les plus prisés. Cependant, si nombre des somptueuses demeures construites à Palm Beach à cette époque étaient majestueuses et luxueuses, aucune ne semblait tout à fait refléter le niveau d'opulence que les plus fortunés souhaitaient afficher. C'était un spectacle où les ultra-riches rivalisaient pour définir quelle propriété serait la plus grandiose, la plus impressionnante, celle qui représenterait le mieux leur statut social. C'est dans ce contexte d'ostentation et de concurrence croissante que Marjorie Merriweather Post fit son apparition. Bien qu'elle fût déjà une femme influente, ayant hérité de la fortune de son père, Charles William Post, fondateur de la société céréalière Postum, c'est à Palm Beach qu'elle commença véritablement à bâtir son héritage. Marjorie voyait en Palm Beach une occasion unique,
non seulement d'échapper aux pressions de la vie publique et des affaires, mais aussi de construire un édifice qui, selon ses propres critères de luxe, reflèterait non seulement sa richesse, mais aussi sa grande vision et son raffinement. Marjorie n'était pas seulement une femme d'affaires prospère. Elle possédait également un sens esthétique et artistique aigu qu'elle souhaitait insuffler à son environnement personnel. Après avoir séjourné sur l'île et observé comment les riches Américains y établissaient leur résidence saisonnière, elle décida que Palm Beach serait le lieu où elle construirait la plus somptueuse des demeures. En 1923, Marjorie acquit un terrain de 7 hectares dans la partie la plus huppée de l'île, s'étendant de l'océan Atlantique au lac Worth. La propriété était suffisamment vaste pour accueillir un palais, et c'était précisément ce que Marjorie désirait. Un palais qui impressionnerait non seulement par sa taille, mais aussi par sa beauté, son architecture et les matériaux les plus raffinés. Le choix du site était aussi stratégique que symbolique. Mar-a-Lago, qui signifie en espagnol « de la mer au lac », représentait l'union de deux mondes, l'océan accueillant les visiteurs venus de l'Est et le lac offrant une vue paisible et abritée vers l'Ouest. Cet emplacement était idéal d'un point de vue à la fois esthétique et pratique, offrant des panoramas exceptionnels et un accès aisé au rivage. La construction de Mar-a-Lago débuta rapidement grâce à la collaboration d'une équipe d'architectes et de designers conscients de l'ampleur du projet. Marjorie ne recula devant aucune dépense. Elle souhaitait que sa demeure reflète non seulement son statut social, mais aussi son amour de l'art et de la culture. Elle engagea les meilleurs artisans, venus d'Italie et d'Espagne pour rapporter des matériaux tels que la pierre de Dorian, le marbre cubain et des mosaïques anciennes. Chaque détail de la demeure fut méticuleusement pensé, de la façade aux intérieurs, ornée de pièces uniques que Marjorie avait rapportées de ses voyages à travers l'Europe. Le projet de Mar-a-Lago était une entreprise colossale qui s'est étalée sur plusieurs années. Au total, Marjorie y a consacré plus de 7 millions de dollars, ce qui, ajusté à l'inflation, équivaudrait aujourd'hui à des centaines de millions de dollars. La demeure comptait 126 pièces, dont 58 chambres, 33 salles de bain et de nombreux salons et espaces de réception. Outre l'opulence de la maison elle-même, les jardins qui l'entouraient étaient tout aussi majestueux, avec des allées bordées de palmiers, de fleurs tropicales et d'une variété de plantes exotiques qui conféraient au lieu une atmosphère d'élégance et de sérénité. Marjorie Merriweather Post ne voulait pas simplement une maison. Elle rêvait d'un lieu qui deviendrait le cœur de la vie sociale et culturelle de Palm Beach, un endroit où elle pourrait inviter l'élite américaine et internationale à des dîners, des événements et des fêtes inoubliables. Son ambition n'était pas de construire une simple demeure, elle voulait créer un lieu emblématique, une œuvre d'art à part entière, qui deviendrait le point de ralliement d'une communauté déjà devenue un refuge pour les plus riches et les plus influents du monde. Ainsi, Mar-a-Lago commença à prendre forme. Sa construction consacra Palm Beach comme le refuge ultime de l'élite américaine. Marjorie, par son énergie, sa vision et ses ressources, avait offert à l'île le symbole de son ambition. Une demeure qui serait non seulement un foyer, mais aussi un héritage, un lieu où s'écrirait l'histoire de la richesse et du pouvoir américain à travers le prisme de Mar-a-Lago. L'île avait été transformée par Flagler, mais Marjorie avait fait bien plus. Elle avait créé un joyau architectural qui resterait un jalon dans l'histoire de la haute société américaine. L'arrivée de Marjorie Merriweather Post. L'histoire de Marjorie Merriweather Post est celle d'une femme qui, à une époque où les femmes détenaient rarement le pouvoir économique, a non seulement consolidé sa fortune, mais l'a fait prospérer. Née en 1887 à Springfield, dans l'Illinois, Marjorie grandit dans une famille aisée, mais marquée par l'absence de sa mère, décédée alors qu'elle était encore très jeune. Son père, Charles William Post, était le fondateur de la Postum Cereal Company, une entreprise devenue célèbre pour son café aux céréales et qui deviendra plus tard le géant General Foods. Dès son plus jeune âge, Marjorie participa aux activités de l'entreprise familiale, assistant aux réunions et découvrant le monde du commerce et de l'industrie. Une éducation unique pour une fille à cette époque. Le destin de Marjorie prit un tournant inattendu en 1914, lorsque son père, à l'âge de 59 ans, se suicida tragiquement des suites d'une longue maladie. Sa mort laissa un vide immense et représenta un défi de taille pour Marjorie, alors âgée de seulement 27 ans.
Malgré son chagrin, la jeune femme hérita de la totalité de la fortune paternelle, un legs de 20 millions de dollars, soit l'équivalent de plus d'un demi-milliard de dollars actuels. Du jour au lendemain, Marjorie se retrouva non seulement à la tête de l'une des entreprises les plus prometteuses d'Amérique, mais aussi à la tête d'un vaste empire qu'il lui fallait gérer avec sagesse et ambition. Malgré des débuts difficiles, Marjorie s'est révélée une femme d'une compétence exceptionnelle, dotée d'un sens aigu des affaires. Son habileté à gérer la Postham Cereal Company a permis à l'entreprise non seulement de survivre à la mort de son fondateur, mais aussi de prospérer sous sa direction. À la fin des années 1920, la société s'était considérablement diversifiée, élargissant sa production pour inclure des marques emblématiques telles que les Grape Nuts, les Post Toasties et plus tard le célèbre Jell-O, entre autres. Marjorie était non seulement une femme d'affaires talentueuse, mais aussi une visionnaire, devenant l'une des femmes les plus influentes et les plus riches de son époque, une rareté dans une société dominée par les hommes. Son don pour déceler les opportunités et prendre des risques audacieux a fait d'elle une force incontournable du monde des affaires. Durant ces années, Marjorie mena une vie sociale intense, fréquentant les cercles les plus huppés de New York et d'autres milieux de la haute société américaine. Son pouvoir, son statut et sa fortune lui permirent de côtoyer des personnalités influentes, des politiciens aux artistes, étendant ainsi son influence. C'est à cette époque que Marjorie rencontra Edward Francis Hutton, courtier en bourse et financier, qu'elle épousa en 1920. Hutton, homme doté d'un sens aigu de la stratégie, devint son associé et ensemble, ils développèrent l'entreprise familiale. Malgré sa réussite professionnelle, Marjorie ressentait le besoin d'un refuge privé, un lieu où elle pourrait échapper au rythme effréné de sa vie professionnelle et sociale. Lors de ses fréquents séjours en Floride, elle découvrit Palm Beach, une destination qui avait commencé à attirer la haute société à la fin du 19e siècle. Dans les années 1920, Palm Beach s'était imposé comme un havre exclusif pour l'élite américaine, un lieu de villégiature prisé des riches et des célébrités durant l'hiver. Mais Marjorie ne cherchait pas une simple maison de vacances. Elle rêvait d'un lieu unique, à l'image de sa vision, de son statut et de son amour de l'art et du beau. C'est en 1923 qu'après de longues recherches, Marjorie trouva la propriété idéale à Palm Beach, un terrain de 7 hectares s'étendant de l'océan Atlantique au lac Worth. Ce terrain, outre son emplacement stratégique, offrait des vues imprenables sur la mer et le lac. Située dans l'un des quartiers les plus huppés de l'île, la propriété lui garantissait l'intimité recherchée et l'espace nécessaire à la réalisation de son projet ambitieux. Marjorie, passionnée d'architecture et de design depuis toujours, ne s'est pas contentée de faire appel à des architectes pour la construction de sa maison. Elle souhaitait créer un chef-d'œuvre, une œuvre à la hauteur de sa vision artistique. Elle a donc choisi les meilleurs designers et architectes de l'époque. Pour la structure de la maison, elle a engagé l'architecte Marian Sims Witt, qui avait déjà conçu d'autres demeures dans la région. En revanche, pour les intérieurs, Marjorie a opté pour une approche plus théâtrale, en choisissant le décorateur Joseph Urban, célèbre pour son travail avec le Metropolitan Opera de New York. Grâce à son sens aigu du drame et de l'esthétique, Urban a transformé les intérieurs de la demeure en un véritable spectacle visuel, avec des détails et des décorations somptueux qui ne manqueraient pas d'émerveiller les visiteurs. Marjorie savait qu'elle ne pouvait pas lésiner sur les moyens. La maison devait être somptueuse, mais aussi un refuge confortable et fonctionnel. Elle décida que la demeure devait refléter son amour du voyage et des cultures, et choisit donc d'importer des matériaux du monde entier. De grandes quantités de pierres doriennes furent importées d'Italie pour la façade et des mosaïques et des carreaux de céramique uniques furent commandés, certains datant de plusieurs siècles. Marjorie acquit une incroyable collection de 36 000 carreaux de céramique anciens, soigneusement installés dans toute la maison. Chaque carreau était un détail unique, racontant sa propre histoire. De plus, Marjorie souhaitait que l'intérieur soit un mélange de styles européens, mêlant influences espagnoles, italiennes et vénitiennes. Pour concrétiser sa vision, elle engagea des artisans de talent venus d'Europe pour travailler dans la demeure. Colonnes, plafonds, en bois sculptés et détails dorés y sont omniprésents, créant une atmosphère de luxe incomparable. La construction de la demeure débuta en 1923 et se poursuivit pendant plusieurs années.
Durant cette période, Marjorie supervisa personnellement chaque détail, veillant à ce que chaque aspect soit conforme à sa vision. Elle souhaitait créer non seulement une maison, mais un lieu qui témoignerait de sa réussite, de sa position sociale et surtout de sa capacité à accomplir ce qui semblait impossible, construire l'une des demeures les plus vastes et les plus luxueuses de son époque. Marjorie Merriweather Post, en quête d'une demeure à l'image de son pouvoir, de sa richesse et de son amour du beau, a transformé Palm Beach en l'une des plus somptueuses villas d'Amérique. Ce faisant, elle a créé bien plus qu'une simple résidence privée. Elle a bâti un héritage qui perdurerait de génération en génération, symbole de l'ambition et de la grandeur d'une femme qui a osé rêver en grand. Au fur et à mesure de la construction de Mar-a-Lago, la demeure prenait forme. L'ambition de Marjorie Merriweather Post de créer une résidence sans pareille se concrétisait dans chaque recoin de la propriété. Détails architecturaux, influences européennes et œuvres d'art du monde entier donnaient vie à un lieu qui n'était pas seulement une maison, mais une affirmation de pouvoir et de raffinement. Chaque élément, des carreaux anciens aux colonnes de marbre, avait été soigneusement choisi pour refléter la vision de Marjorie. Une demeure à la hauteur de son statut et de son amour de l'art et du beau. Durant les années de construction, Marjorie fut omniprésente sur le chantier. Son implication personnelle garantissait non seulement la qualité du projet, mais renforçait également son image de femme d'affaires déterminée et compétente, supervisant chaque aspect des travaux. Conçue comme un refuge privé, la demeure avait aussi une ambition plus grande. Devenir un lieu de rencontre pour l'élite sociale, politique et culturelle de l'époque. Marjorie imaginait Mar-a-Lago comme un espace où la haute société pourrait se réunir, recevoir et discuter affaires et politique dans un cadre luxueux et intime. Le résultat final fut non seulement une résidence luxueuse, mais aussi un emblème du pouvoir féminin à une époque où les femmes atteignaient rarement de tels sommets. Avec l'achèvement de Mar-a-Lago en 1927, Marjorie Merriweather Post non seulement consolida sa place parmi les femmes les plus riches et les plus influentes des États-Unis, mais marqua également de son empreinte l'histoire de Palm Beach et celle des grandes demeures américaines. Dès lors, Mar-a-Lago devint le théâtre d'innombrables événements, dîners et réceptions, confortant la position de Marjorie comme l'une des hôtesses les plus en vue de la haute société. Marjorie avait atteint son objectif, construire non seulement une maison, mais un héritage qui perdurerait au-delà de son époque, un lieu qui continuerait d'être un symbole de grandeur, d'exclusivité, et la vision d'une femme qui comprenait que le pouvoir ne se mesurait pas seulement en argent, mais aussi en capacité de créer quelque chose qui transcende les générations. La construction de Mar-a-Lago. La construction de Mar-a-Lago fut, sans aucun doute, l'une des entreprises les plus grandioses de son époque. Cela tenait non seulement à la taille de la demeure, qui s'étendait sur plus de 7 hectares, mais aussi à l'ambition dont Marjorie Merriweather Post fit preuve lors de sa conception. Ce manoir, destiné à servir de refuge privé à la haute société, allait devenir un symbole de pouvoir, de statut social et de luxe sans pareil. Des premiers plans aux moindres détails décoratifs, Marjorie n'a pas simplement construit une maison. Elle a créé un chef-d'œuvre architectural qui allait marquer à jamais l'histoire de Palm Beach et de l'architecture américaine. Marjorie Merriweather Post n'était pas une femme qui laissait quoi que ce soit au hasard. Bien qu'elle ait fait confiance aux architectes et aux designers pour la construction, son implication personnelle était essentielle à chaque étape du projet. La demeure devait refléter non seulement sa fortune, mais aussi son sens de l'art, son amour du beau et son talent pour s'entourer de ce que le monde avait de meilleur à offrir. Lors de ses visites régulières sur le chantier, elle supervisait non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi les moindres détails, des matériaux aux finitions décoratives. Chaque décision visait à renforcer l'exclusivité de Mar-a-Lago. La vision de Marjorie était claire. La demeure devait allier grandeur et fonctionnalité. Si sa taille devait être impressionnante, elle souhaitait également qu'elle soit accueillante, un lieu où l'on puisse vivre confortablement, mais aussi recevoir les invités les plus importants du monde. Marjorie imaginait Mar-a-Lago comme un espace dédié au luxe, mais aussi à la vie quotidienne, un havre de paix et simultanément un lieu de réception et de rencontre. Pour concrétiser sa vision, Marjorie a choisi certains des meilleurs talents de l'époque.
L'architecte en charge de la structure était Marion Sims Whitworth, qui avait déjà travaillé dans la région et conçu d'autres demeures à Palm Beach, fut chargé d'élaborer les plans initiaux. Il créa un projet ambitieux comprenant des pièces spacieuses, de hauts plafonds et une circulation fluide reliant les différents espaces de la maison. Sa collaboration avec Whit fut méticuleuse. Chaque détail de la conception structurelle fut soigneusement étudié afin de garantir que la demeure soit non seulement visuellement époustouflante, mais aussi fonctionnelle et résistante. Cependant, Marjorie savait qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur un architecte pour donner vie à sa vision. Elle s'est donc tournée vers un décorateur de théâtre renommé, Joseph Urban, pour métamorphoser les intérieurs de la demeure en un lieu d'exception. Urban, célèbre pour son travail au Metropolitan Opera et ses collaborations avec des personnalités du monde des affaires, a parfaitement saisi la vision de Marjorie. Il a conféré à la demeure une atmosphère spectaculaire où chaque espace devient une œuvre d'art à part entière. Les halls, les couloirs et les chambres ont été conçus non seulement pour le confort, mais aussi avec une audace théâtrale qui offre une expérience visuelle unique à tous ceux qui les parcourent. Consciente que les demeures de luxe de son époque reflétaient le statut de leurs propriétaires, Marjorie n'a reculé devant aucune dépense pour choisir les matériaux les plus nobles. Dès le départ, l'idée était que Mar-a-Lago ne soit pas simplement une maison, mais un symbole de la richesse et du raffinement qui caractérisait sa vie. Plutôt que de se contenter de matériaux locaux ou standards, Marjorie a opté pour des matériaux importés du monde entier, créant ainsi une résidence au mélange unique d'influences architecturales et décoratives. L'un des aspects les plus impressionnants de Mar-a-Lago était le pierre de Dorian utilisé pour sa façade. Cette pierre, originaire d'Italie, fut choisie non seulement pour sa durabilité, mais aussi pour sa capacité à se patiner avec élégance. Elle possédait la particularité unique de développer une patine naturelle au fil du temps, conférant à la demeure une impression d'ancienneté et de solidité, comme si elle avait traversé les siècles. 3 grands navires chargés de cette pierre arrivèrent de Gênes, en Italie, jusqu'aux côtes de Floride, où des ouvriers commencèrent à tailler et à sculpter les énormes blocs, leur donnant forme selon les plans d'Urban. Outre la pierre de Dorian, Marjorie a également acheté un nombre impressionnant de carreaux de céramique anciens. Ces carreaux, qu'elle avait dénichés en Europe, certains datant de plusieurs siècles, étaient soigneusement disposés dans tout l'intérieur de la demeure, créant des motifs complexes d'une grande beauté esthétique et constituant une véritable œuvre d'art fonctionnelle. On estime à plus de 36 000 le nombre de carreaux importés, chacun arborant un motif unique qui reflétait le goût raffiné de Marjorie et son intérêt pour l'histoire et l'art européen. L'utilisation de matériaux exclusifs et de haute qualité ne se limitait pas à la façade et aux carreaux. À l'intérieur, ils étaient également installés de billes cubaines et bois sculptés à la Ménène, provenance d'Espagne. Entre marbre noir et blanc, le revêtement de sol qui ornait la demeure provenait d'un château cubain, tandis que les poutres en bois des plafonds et des murs avaient été sculptées à la main par des artisans espagnols, ajoutant une touche de luxe à la propriété qu'aucune autre maison de la région ne pouvait surpasser. La construction de Mar-a-Lago débuta au printemps 1923 et, durant les 4 années suivantes, la demeure prit forme sous la supervision directe de Marjorie. Malgré les difficultés liées à la construction sur une île côtière, les ouvriers et les artisans travaillèrent sans relâche pour satisfaire aux exigences rigoureuses de la propriétaire. Marjorie supervisa non seulement le chantier, mais prit également des décisions cruciales, comme le choix des couleurs des murs, le style du mobilier et même l'agencement des pièces. À mesure que le bâtiment s'élevait du site, les défis techniques et structurels sont devenus évidents. Le terrain de Palm Beach, bien que magnifique, était difficile à excaver en raison du corail dur présent sous la surface. Pour surmonter cet obstacle, les ouvriers ont utilisé de la dynamite pour briser les roches, puis ont dégagé les débris avant d'installer les fondations en béton. La structure finale a été construite selon des techniques garantissant sa stabilité dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que celles qui peuvent survenir lors d'ouragans. Au fur et à mesure que la construction du manoir s'achevait, les détails devenaient de plus en plus impressionnants. Grande Saleil devint le centre de la maison, avec un plafond de 12 mètres de haut et fenêtres en verre conçu,
pour capter la lumière du soleil tout au long de la journée. Une colonne de marbrettes les sols en mosaïque-œil donnait une impression de grandeur, tandis que cheminées en pierreries apportèrent chaleur et confort aux espaces intérieurs. Salle de Danseil a été conçue pour accueillir des centaines d'invités et chambre d'Haute-Île était luxueusement aménagée pour accueillir les visiteurs les plus distingués. Bien que Marjorie souhaitât que Mar-a-Lago soit un refuge privé, elle envisageait également que la demeure devienne un centre de divertissement pour la haute société. Dès les premières réceptions organisées à Mar-a-Lago, le manoir devint le lieu de dîners exclusifs, de concerts et d'événements caritatifs prestigieux. Le grand escalier, la salle de bal et les salons privés furent conçus pour accueillir les invités les plus distingués de l'époque, parmi lesquels des présidents, des diplomates et des artistes de renom. Pour Marjorie, la demeure était non seulement un symbole de son statut social, mais aussi un lieu pour promouvoir ses œuvres caritatives. Elle organisait des collectes de fonds pour des organisations comme la Croix-Rouge internationale et devint une figure de proue de la philanthropie sociale à Palm Beach. Mar-a-Lago était bien plus qu'une simple maison. C'était une affirmation de soi, une œuvre d'art alliant beauté, luxe et fonctionnalité. Marjorie Merriweather Post avait créé une demeure qui non seulement reflétait son pouvoir personnel et sa vision artistique, mais qui devint également le centre de la vie mondaine de l'élite américaine des années 1920 et au-delà. La construction de Mar-a-Lago fut l'aboutissement d'un rêve, un lieu à la fois privé et emblématique de l'histoire sociale et architecturale de Palm Beach. Ainsi, avec l'achèvement de la demeure en 1927, Marjorie n'avait pas seulement bâti une maison, mais un héritage. Mar-a-Lago devint une référence en matière de luxe et d'exclusivité qui perdurera au fil des ans, s'imposant comme l'un des lieux les plus emblématiques des États-Unis. Alors que les derniers aménagements étaient réalisés à Mar-a-Lago en 1927, la demeure symbolisait la grandeur de Marjorie Merriweather Post. Avec sa structure monumentale, ses détails raffinés et une collection de matériaux provenant du monde entier, Mar-a-Lago représentait non seulement la splendeur de l'époque, mais aussi l'héritage d'une femme qui, par sa vision et sa détermination, avait créé un lieu intemporel. L'inauguration de la demeure fut marquée par une série de réceptions mondaines qui jalonnèrent l'histoire de Palm Beach. Du dîner inaugural précédant le célèbre bal des Everglades aux rencontres intimes avec des chefs d'État du monde entier, la maison s'imposa rapidement comme le centre de la haute société américaine. Marjorie avait réussi à créer un lieu où le luxe se mêlait à la fonctionnalité et où la beauté de la nature environnante se fondait harmonieusement avec l'art et la culture qui lui étaient si chers. Le domaine de Mar-a-Lago fut conçu non seulement pour impressionner les visiteurs, mais aussi pour permettre à sa maîtresse de s'adonner à la vie mondaine qu'elle affectionnait tant. Les réceptions données dans la demeure devinrent des événements incontournables pour l'élite, allant des banquets aux concerts privés, et la maison était toujours animée de rires et de conversations. La grande salle de bal et les espaces extérieurs furent le théâtre de moments historiques, et des personnalités du monde entier y ont défilé. Bien que Mar-a-Lago ait été conçu comme un refuge privé, il devint rapidement évident que sa véritable vocation était bien plus ambitieuse. Ce n'était pas seulement la résidence de l'une des femmes les plus influentes d'Amérique, mais aussi un lieu où affaires, politique et culture s'entremêlaient. Marjorie n'avait pas seulement bâti une maison, mais un espace où rêve et ambition se rencontraient et s'entremêlaient. Chaque recoin de la demeure reflétait sa passion pour la vie, la beauté et la perfection. Marjorie Merriweather Post a marqué de son empreinte non seulement le monde des affaires, mais aussi le paysage social et culturel de Palm Beach. Mar-a-Lago était son héritage, un lieu où le luxe et l'art se rejoignaient, où passé et présent se côtoyaient, et où l'histoire d'une femme incroyablement visionnaire continuerait de se transmettre de génération en génération. Marjorie avait réalisé ce que peu auraient pu imaginer, une résidence qui ne serait pas seulement un foyer, mais un lieu intemporel, un monument à sa vie, à sa réussite et à sa capacité à transformer n'importe quel rêve en réalité. Dès lors, Mar-a-Lago resterait dans les mémoires non seulement pour sa grandeur, mais aussi pour son impact sur l'histoire de l'élite américaine et sur celle de l'architecture de luxe. Mar-a-Lago comme centre social. Lorsque Marjorie Merriweather Post acheva Mar-a-Lago en 1927, elle créa bien plus qu'une simple résidence somptueuse. Elle conçut un espace qui allait devenir un épicentre de la haute société et un symbole du luxe et du pouvoir américain.
Mar-a-Lago n'était pas une maison ordinaire, son ambition était bien plus grande. Ce chapitre de sa vie reflétait son désir de bâtir un lieu qui servirait non seulement de refuge privé, mais aussi de point de ralliement pour les diplomates, les hommes politiques, les artistes et l'élite sociale. Au cœur de sa vision résidait l'idée d'utiliser sa demeure non seulement pour les loisirs, mais aussi comme une plateforme pour organiser des événements qui façonneraient le paysage social et politique de son époque. Dès sa conception, Mar-a-Lago fut pensé comme le cœur de la vie mondaine de Palm Beach. Marjorie ne se contentait pas de créer un espace pour elle et sa famille, mais un lieu où l'élite américaine et internationale pourrait se réunir, échanger et profiter de l'intimité qu'offre un endroit comme Palm Beach. Ainsi, Mar-a-Lago devint bien plus qu'une simple demeure privée, un lieu où les personnalités les plus en vue de la société américaine pouvaient se rencontrer en toute discrétion. Les premiers dîners et événements organisés à Mar-a-Lago reflétaient parfaitement la vision de Marjorie. Les dîners étaient organisés avec une méticulosité extrême et la résidence offrait des espaces de réception aussi impressionnants que fonctionnels. Grande salle de bal Mar-a-Lago fut conçue pour accueillir de grandes réceptions pouvant recevoir des centaines de personnes. Les événements, souvent intimes, se déroulaient dans un cadre d'une distinction extrême, avec un personnel formé au service et des détails aussi raffinés que la vaisselle et le mobilier d'époque que Marjorie avait collectionné au cours de ses voyages. Durant les mois d'hiver, Mar-a-Lago s'animait. Marjorie y organisait des dîners de gala, des soirées costumées et des événements de collecte de fonds pour les œuvres caritatives qu'elle soutenait, telles que Croix-Rouget et d'autres organisations philanthropiques. Il n'était pas rare que des personnalités politiques, des chefs d'entreprise et des célébrités internationales se retrouvent sous le même toit, échangeant des anecdotes, signant des accords et appréciant la compagnie d'autres figures importantes de la société. La demeure devint rapidement le lieu le plus prisé de Palm Beach, où se déroulaient non seulement de somptueux dîners, mais aussi des conversations profondes qui influençaient la politique et les relations internationales. Ce qui rendait Mar-a-Lago unique, c'était la capacité de Marjorie à utiliser le manoir comme un stade du pouvoir social et politique. L'un des plus grands atouts de Mar-a-Lago résidait dans sa capacité à accueillir des événements d'une telle ampleur qu'il rassemblait des personnalités influentes du monde entier, toujours dans l'intimité qu'offrait la propriété. Marjorie comprenait que dans une société aussi segmentée que celle de la haute société, contact direct entre les dirigeants politiques et les hommes d'affaires là pourrait s'avérer crucial pour façonner l'avenir du pays et du monde. Par exemple, dans les années 1930, Mar-a-Lago fut le théâtre de nombreuses rencontres entre personnalités politiques de premier plan. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une résidence de campagne officielle, la demeure se prêtait parfaitement à la création d'un cadre où les dirigeants pouvaient s'entretenir en toute franchise et en toute confidentialité. L'atmosphère intime du lieu permettait également. Marjorie a reçu des personnalités internationales, y compris des ambassadeurs et des présidents d'autres pays, ce qui faisait de Mar-a-Lago une sorte de forum officieux pour la diplomatie américaine. Marjorie, en plus d'être une excellente hôtesse, veillait à ce que les événements soient non seulement mémorables, mais qu'ils aient aussi un sens plus profond. Concerts caritatifs. Ces événements réunissaient des artistes de renom, et les dîners de gala étaient organisés afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Sa vision d'un lieu de divertissement associé à une vocation philanthropique a non seulement rehaussé son image publique, mais lui a également permis d'utiliser son influence pour soutenir des causes importantes. Mar-a-Lago n'était pas seulement un lieu de fête et de divertissement mondain, mais aussi un espace où se tissaient les liens de pouvoir économique et politique. Marjorie, grâce à son don pour attirer les personnalités les plus influentes, a transformé ces événements en un lieu de rencontre privilégié pour ceux qui souhaitaient non seulement profiter d'un dîner ou d'un spectacle, mais aussi conclure des affaires ou discuter d'accords. L'alliance du luxe, de la discrétion et de la présence de puissants hommes d'affaires et politiciens a fait de Mar-a-Lago un endroit où se scellaient alliances et accords importants, une coupe de champagne à la main. De plus, le choix des invités était méticuleux. Marjorie n'a pas seulement invité ses amis proches, mais a également convié des personnalités dont l'influence pouvait être importante pour ses propres intérêts. La liste des invités comprenait tout le monde, de magnats du pétrole jusqu'à personnalités importantes de la politique américaine,
Il n'était pas rare que le président lui-même ou des membres de son administration assistent au dîner à Mar-a-Lago, ce qui conférait à la résidence une importance encore plus grande dans les cercles politiques. Marjorie savait que le pouvoir ne s'exerçait pas seulement dans les bureaux gouvernementaux ou les salles de conseil d'administration, il s'exerçait aussi dans les interactions sociales. En ce sens, Mar-a-Lago reflétait son habileté à naviguer stratégiquement dans le monde du pouvoir, créant un espace où se tissaient des liens, où les idées s'échangeaient et où les destins se jouaient. Au fil des ans, Mar-a-Lago est passé d'un lieu de divertissement privé à une véritable institution. L'héritage social de Marjorie Merriweather Post a perduré pendant des décennies, même après sa mort. De son vivant, la demeure est devenue un emblème de la vie mondaine. La haute société américaine, symbole d'élégance, d'exclusivité et de pouvoir, Marjorie, à chaque réception, dîner et événement, ne se contentait pas de tisser des liens sociaux. Elle créait une tradition intemporelle. Les générations futures de l'élite mondaine de Palm Beach, dont beaucoup avaient été invités à ces dîners, perpétueraient l'héritage d'exclusivité que Marjorie avait instauré à Mar-a-Lago. Cependant, si la demeure et son prestige demeureraient, le contexte dans lequel se déroulait cette vie mondaine évoluerait inévitablement au fil des ans. Avec l'avènement de nouvelles décennies et de nouvelles circonstances, Mar-a-Lago resterait un lieu emblématique de la haute société, tout en s'adaptant à son époque. Marjorie, consciente que la haute société repose sur les relations cultivées dans ces lieux, a veillé à ce que son manoir ne soit pas seulement un lieu de luxe, mais un moteur du changement social et politique. Mar-a-Lago a incontestablement rempli sa mission, et même davantage, devenant un centre névralgique d'influence, de pouvoir et de philanthropie. Son héritage, tant sur le plan social que politique, perdurera bien après sa mort. Au fil des ans, Mar-a-Lago s'est imposé comme un refuge où l'exclusivité, le prestige d'une demeure ne se mesurait pas seulement à la richesse de ses hôtes, mais aussi au calibre des personnes qui choisissaient de fréquenter ces somptueuses salles. C'est dans la splendeur de ce manoir que se déroulaient les conversations les plus importantes de l'époque, qu'il s'agisse de stratégie commerciale ou politique, toujours empreintes du luxe et du raffinement que Marjorie avait imaginé pour sa vie. Mar-a-Lago n'était pas seulement un bâtiment, mais une idée, un symbole de ce que Marjorie avait accompli, un espace qui réunissait le meilleur du monde des affaires, de la politique, de la culture et de la philanthropie, le tout dans un environnement sans pareil, empreint de luxe, de glamour et surtout, relations puissantes qui furent forgées dans les jardins et les salles de cette demeure. Au fil du temps, Mar-a-Lago est resté l'une des propriétés les plus emblématiques de Palm Beach, un reflet de la vision de sa créatrice qui, grâce à son ingéniosité, son influence et son ambition, a transformé sa demeure en quelque chose de bien plus grand qu'une simple maison. Alors que Mar-a-Lago s'affirmait comme l'épicentre de la vie mondaine de Palm Beach, Marjorie Merriweather Post créait non seulement un lieu de loisirs, mais aussi un réseau d'influence qui allait perdurer pendant des décennies. Les dîners, galas et événements organisés dans la demeure n'étaient pas seulement un havre de paix pour la haute société, mais aussi un espace où se tissaient des alliances politiques et où se cultivaient des relations de pouvoir qui dépassaient largement les murs luxueux de la propriété. Marjorie avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans l'accumulation de richesses, mais aussi dans la capacité à nouer des relations avec les bonnes personnes. À Mar-a-Lago, cette vision se concrétisa, transformant la demeure en un lieu de rencontre privilégié pour les personnalités politiques, économiques et culturelles dans un cadre privé à l'abri des regards. Les dirigeants de l'époque, parmi lesquels des présidents, des diplomates et des hommes d'affaires, fréquentaient la maison, non seulement pour sa splendeur, mais aussi pour les occasions qu'elle offrait de converser et d'échanger des idées dans un environnement exclusif. La demeure devint un refuge non seulement pour l'élite américaine, mais aussi pour les causes philanthropiques soutenues par Marjorie. En organisant des événements caritatifs, Marjorie mit à profit son influence et l'envergure de Mar-a-Lago pour collecter des fonds pour des organisations qu'elle jugeait essentielles, telles que la Croix-Rouge et d'autres initiatives internationales. Au final, Mar-a-Lago était bien plus qu'une simple demeure. C'était le reflet de l'influence de Marjorie Merriweather Post, qui avait compris que le véritable pouvoir repose sur des relations soigneusement cultivées et un héritage d'engagement social. Le manoir,
avec ses dimensions grandioses et ses détails minutieusement conçus, est devenu le témoignage de sa vision. Un lieu où le luxe se mêlait à la philanthropie et où se sont forgées des histoires qui allaient influencer la politique, les affaires et la culture américaine. L'héritage de Mar-a-Lago. L'histoire de Mar-a-Lago, bien qu'intimement liée à Marjorie Merriweather Post, ne s'est pas achevée avec sa mort en 1973. La demeure, qui avait été sa résidence et l'épicentre de la haute société de Palm Beach de son vivant, a continué de jouer un rôle central dans l'histoire du luxe, de la politique et du pouvoir, longtemps après sa disparition. Marjorie avait accompli ce que peu ont réussi. Elle n'avait pas seulement bâti une maison, mais un symbole durable de sa vision. Un lieu qui résisterait aux épreuves du temps et aux bouleversements sociaux, non sans difficulté. Mar-a-Lago n'était pas seulement un lieu où Marjorie organisait des dîners, des événements et des collectes de fonds, c'était aussi le reflet de son profond sens de l'héritage. Son désir non seulement d'accumuler des richesses, mais aussi de les mettre au service de la philanthropie, et son talent pour créer un espace où les relations sociales et politiques s'épanouissaient, ont fait de Mar-a-Lago bien plus qu'une simple résidence. C'était un microcosme du pouvoir américain, où l'élite se réunissait pour façonner le destin de la nation. Après le décès de Marjorie, la propriété revint à ses filles, qui ne partageaient pas son enthousiasme pour l'entretien du manoir. Bien que Mar-a-Lago demeurât un symbole de réussite sociale, l'ampleur des travaux et les coûts d'exploitation élevés commencèrent à peser lourd sur la famille Post. Malgré l'espoir de Marjorie de voir la propriété préservée, les coûts d'entretien importants, les rénovations nécessaires et le manque d'intérêt de ses héritiers mirent le manoir en péril. Dans les années 1970, Mar-a-Lago fut envisagé comme résidence d'hiver potentielle pour les présidents américains, une sorte de maison blanche d'hiver. L'idée de transformer Mar-a-Lago en refuge présidentiel s'est imposée en raison de son exclusivité, de sa sécurité et de son histoire en tant que centre d'influence politique. La demeure fut offerte au gouvernement américain, à condition qu'elle soit utilisée à des fins gouvernementales et préservée comme symbole de la puissance et de la grandeur de la nation. En 1972, le président Richard Nixon signa un accord pour transférer Mar-a-Lago au gouvernement des États-Unis. Cependant, le coût élevé de l'entretien, le manque d'infrastructures adaptées à une résidence présidentielle et le climat de la région rendirent le projet irréalisable. Malgré les efforts du gouvernement pour transformer la demeure en résidence présidentielle, l'idée fut abandonnée et en 1980, le gouvernement restitua la propriété à la famille Post. Le transfert de propriété de Mar-a-Lago au gouvernement américain, qui semblait une fin logique pour la demeure, s'est avéré être une tentative infructueuse de lui trouver une utilité pratique. Après le retrait du gouvernement, Mar-a-Lago a été remise en vente, mais les difficultés financières et les coûts d'exploitation élevés ont dissuadé les acheteurs. Malgré son emplacement privilégié et son statut de monument historique, la demeure ne semblait pas présenter la valeur pratique espérée par les acquéreurs potentiels. Pendant plusieurs années, l'avenir de Mar-a-Lago est resté incertain. C'est en 1985 que Donald Trump, entrepreneur immobilier déjà une figure influente du monde des affaires, entrevit l'opportunité d'acquérir la propriété. Trump avait commencé à faire fortune dans l'immobilier à New York et cherchait à étendre son empire à l'échelle nationale. Après de longues négociations, il acheta Mar-a-Lago pour 10 millions de dollars, une fraction de sa valeur initiale. L'acquisition comprenait la demeure et le domaine de 7 hectares. La vision de Trump pour Mar-a-Lago était totalement différente de celle de Marjorie Merriweather Post. Alors que Marjorie souhaitait que la demeure soit un centre de pouvoir social et politique, Trump l'a transformée en un lieu de rencontre et de divertissement, un club privé à Membressa. Décision de transformer Mar-a-Lago en club social exclusif a marqué le début d'une nouvelle ère pour la demeure, la faisant passer d'un symbole privé de l'élite américaine à un espace accessible à ceux qui pouvaient se permettre d'y adhérer. Sous l'égide de Trump, Mar-a-Lago a entamé une transformation respectueuse de son patrimoine architectural, tout en adaptant l'espace à un usage plus moderne et commercial. Trump a investi massivement dans la restauration de la demeure. Les toitures ont été réparées, les installations améliorées et le luxe qui l'avait caractérisé à ses débuts a été préservé.
Les éléments décoratifs d'origine, tels que les plafonds dorés, les sols en marbre et les carreaux de céramique, ont été méticuleusement restaurés. Cependant, le changement le plus important a été la création du club Mar-a-Lago, qui devint rapidement une destination prestigieuse pour les riches et les puissants de la région. Le club proposait une gamme de prestations exclusives, dont un parcours de golf, une piscine, un spa et des restaurants haut de gamme. Trump a également rénové l'immense salle de bal du manoir, la transformant en un lieu où les membres pouvaient organiser de grands événements, des mariages et des galas. Le club est devenu un lieu de rencontre pour l'élite de Palm Beach, de New York et d'autres villes de la côte Est, où ils pouvaient profiter d'une vie sociale luxueuse, imprégnée d'histoire et d'exclusivité. Bien que la transformation de Mar-a-Lago en club privé ait constitué un changement radical par rapport à sa vocation première, le lieu demeura un point de ralliement pour l'élite américaine, un espace où tissaient des liens et où, comme au temps de Marjorie, se forgeaient des alliances entre personnalités politiques et économiques. Mar-a-Lago demeura un emblème du luxe, un lieu où l'histoire du pouvoir, de la politique et de la richesse perdurait. Mar-a-Lago demeure un lieu qui incarne non seulement l'histoire de Marjorie Merriweather Post, mais aussi celle de la façon dont une demeure, conçue à l'origine comme résidence privée, a su s'adapter aux bouleversements sociaux et politiques des décennies suivantes. Bien que le manoir ne soit plus le centre de divertissement et de mondanité qu'il était du temps de Marjorie, sa place dans l'histoire américaine reste intacte. Au fil des ans, Mar-a-Lago a vu défiler de nouvelles générations qui continuent d'apprécier l'exclusivité et le prestige qui émanent de ces somptueux halls et jardins. Aujourd'hui, Mar-a-Lago est non seulement reconnu comme l'une des propriétés les plus exclusives au monde, mais aussi comme un lieu où pouvoir et luxe se conjuguent sans cesse. De son acquisition par Trump en 1985 à son usage actuel, la demeure demeure un symbole de la capacité d'adaptation d'un lieu emblématique et un rappel que des héritages, tels que celui de Marjorie, peuvent perdurer et transcender la vision originelle. Mar-a-Lago, à l'instar de Marjorie Merriweather Post, demeure un symbole d'ambition, de luxe et de pouvoir, et son histoire perdure, inscrite non seulement sur les murs de sa demeure, mais aussi dans les générations qui ont été témoins de son évolution et de sa transformation. Au fil du temps, Mar-a-Lago, ancienne demeure de Marjorie Merriweather Post, l'une des femmes les plus influentes de son époque, est devenue un symbole durable de sa vision et de son héritage. Si sa transformation en club privé sous la direction de Donald Trump a marqué un tournant important par rapport à sa vocation première, l'essence même de Mar-a-Lago est restée intacte. Marjorie avait imaginé un lieu qui transcenderait son temps, un refuge pour les puissants qui façonnerait l'histoire sociale et politique américaine, et c'est précisément ce qu'elle a accompli, même des décennies après sa disparition. Sous la présidence de Trump, Mar-a-Lago a prospéré, devenant un lieu de rencontre privilégié pour l'élite sociale et politique, un espace où tisser des liens et prendre des décisions dans un cadre exclusif. Le club a perpétué l'héritage de Marjorie, alliant luxe, pouvoir et philanthropie, tout en préservant la structure et la magnificence qui ont fait de la demeure une icône. Derrière ces hauts murs, Mar-a-Lago est resté le théâtre d'événements prestigieux et de débats constants sur les affaires et la politique, reflétant la vision originelle de Marjorie, un lieu pour les dirigeants du monde. Cependant, Mar-a-Lago a non seulement survécu aux bouleversements de son époque, mais s'est aussi adapté aux nouvelles réalités socio-économiques, assurant ainsi sa pérennité. L'histoire de cette demeure illustre comment une vision, bâtie sur des fondements solides d'ambition, de pouvoir et d'élégance, peut traverser les siècles et conserver toute son importance. Mar-a-Lago n'est pas qu'une simple résidence ou un club privé. C'est un monument à la mémoire d'une femme qui, à l'instar de sa demeure, demeure l'une des figures les plus influentes de son temps. Mar-a-Lago est bien plus qu'une simple propriété de luxe à Palm Beach. C'est l'histoire d'une femme visionnaire, Marjorie Merriweather Post, qui a bâti non seulement une demeure, mais aussi un héritage de pouvoir, d'influence et de philanthropie qui perdurera bien après sa disparition. Grâce à son talent pour réunir l'élite sociale et politique en un même lieu, Marjorie a transformé sa maison en un épicentre des décisions les plus importantes de son époque. La demeure était un symbole de richesse, d'ambition et de luxe, mais aussi un espace où se sont tissées des relations qui ont marqué l'histoire. Après sa mort, Mar-a-Lago a conservé son importance, d'abord comme centre mondain de Palm Beach, puis comme club privé prestigieux.
Son histoire témoigne de la capacité d'adaptation d'un lieu qui, malgré ses transformations, demeure un emblème d'exclusivité et de pouvoir. Aujourd'hui, Mar-a-Lago témoigne de la vision de Marjorie Merriweather Post. Son manoir, son héritage et son influence continuent de résonner dans chaque recoin de ce lieu qui demeure un symbole de la grandeur d'une femme qui avait compris que le véritable pouvoir ne se construit pas uniquement par l'argent, mais aussi par les relations que l'on tisse tout au long de sa vie. Le rêve de Marjorie perdure à Mar-a-Lago, un lieu qui a résisté à l'épreuve du temps, aux transformations sociales et aux aléas de la vie et qui reste un emblème du luxe, de l'exclusivité et de l'histoire américaine.